parce que j'ai fait de l'autostop de Bruxelles jusqu'en Inde. C'est ça le topo. Ouais, putain, ça a pris du temps avant que je le dise. On l'a. Voilà, donc j'ai fait Bruxelles, Inde en stop. On est parti. Salut Yaya. Salut, enchanté, Louise, comment tu vas? Ça va très bien, je suis très ravie de te rencontrer. À fond. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire pourquoi est-ce que je t'ai invité, de quoi est-ce qu'on va parler et qui tu es? Donc depuis le début quoi? Ouais, depuis ta naissance. D'accord. Moi je suis né au Maroc. J'ai habité là-bas jusqu'à un âge assez avancé. Je suis venu en Belgique et j'ai passé 7 ans sans papier ici à Bruxelles. Je ne viens pas d'une famille très riche. On a un peu connu la galère. Et en fait, l'idée de partir en Inde, elle a commencé il y a 4 ans. Je suis déjà parti là-bas pendant 2 mois. Et tous les gens me disaient ouais, tu sais, la misère là-bas, c'est un peu affreux. Et moi, je me disais, j'ai habité au Maroc, j'ai habité dans un quartier très chaud. Donc non, moi, je connais la misère. Et en fait, je suis arrivé là-bas et la misère, elle est presque pareille qu'au Maroc, mais elle est omniprésente partout. Parce qu'il y a beaucoup de population et que la plupart sont dans la merde. Et donc c'était super choquant, juste visuellement aussi. Ça m'a fait un coup. Mais j'ai adoré ce pays et donc en fait je voulais revenir parce que c'était un peu un voyage initiatique dans le sens où moi je travaille dans un bar, on bosse tout le temps, on est super fatigué même si c'est un boulot hyper intéressant. J'ai fait des types de psychologie sociale et interculturelle, donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et je voulais combiner un peu les deux, le truc de la rencontre hyper éphémère d'un bar où quand quelqu'un vient te voir, il te commande une bière et il peut te raconter sa vie. Moi j'adore ça. Et à côté de ça, voyager et rencontrer un peu les personnes qui vont m'aider en fait finalement sans me connaître. Parce que j'ai fait de l'autostop de Bruxelles jusqu'en Inde. C'est ça le topo. Ouais, putain, ça a pris du temps avant que je le dise. On l'a. Donc ouais, je rencontrais des gens qui me prenaient en voiture, j'avais qu'à juste mettre mon pouce comme ça. Bon, parfois ça prenait 10 minutes, d'autres fois ça prenait 2 heures, d'autres fois ça a pris 3 jours. Mais en tout cas, et je dormais un peu dans la rue aussi, j'essayais de rencontrer des SDF, un peu raconter leur histoire quand ils étaient d'accord. Les réfugiés pareil, et ça s'est passé plus ou moins dans toute l'Europe. Enfin dans toute l'Europe, la grande Europe on va dire. Enfin le chemin jusqu'à... T'as fait combien de pays? 12. 12 pays. Et pendant combien de temps du coup? Pendant 10 mois. 10 mois et demi, c'est comme ça. Au début, je prends mon téléphone et je suis dans un parc à Lille. C'est mon premier soir tout seul. J'avais une tente, j'avais jamais dormi en tente, j'avais jamais monté une tente. Et j'ai tellement rigolé parce que je me suis demandé, mais est-ce qu'il a déjà fait du camping? À un moment donné, tu parles d'une couette et je me suis dit, mais il est parti en camping avec une couette? Mais genre, qui ne prend pas un duvet? Ouais, en fait, pas vraiment même. Genre. T'es parti à quel moment de l'année? Je suis parti. En fait, là aussi, je suis trop débile, mais vraiment, je suis débile. Mais bon, c'est débile mignon. C'est con, mais. À vous de juger. On était en été, il y avait la canicule à Bruxelles, c'était en août, et je me suis dit, je vais vers l'est. Et le soleil, il se lève à l'est. Donc, si je vais assez vite, l'été va me suivre. Je verrai jamais la nuit. C'est ça que tu dis? Non, c'est pas vraiment ça. Un scientifique en même. Et donc, je vais rester en été et je vais pas avoir froid. Donc, j'ai pris un truc, tu vois, genre super léger. J'avais même pas de. Comment on appelle ça? Un duvet? Un duvet. Et en fait, c'est en Slovénie, après 3 mois, où je me dis, il fait quand même froid, il neige et tout. T'as attendu qu'il neige pour acheter un duvet? Ouais. Putain. Et puis en fait, genre on peut le dire, j'avais un mental d'acier. Mais le truc c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent putain c'est quand même courageux nana, tous les matins tu te lèves et en fait tu dois te lever à 4h30 du matin parce que souvent en fait tu dors dans des endroits où t'es pas censé dormir parce que c'est du camping sauvage et parfois c'est même dans des propriétés privées ou alors dans des parcs, dans des villes comme Rome et des trucs comme ça. J'ai beaucoup trop dormi, normalement il faut se réveiller quand il fait encore nuit. Et là... Et en fait, genre à 6h du matin, il y a les joggers, tu vois, genre il y a plein de trucs comme ça. Et tu dois te lever super tôt, essayer de prendre ta douche avec une bouteille d'évian ou un truc comme ça que tu as rempli dans un puits, quoi, un truc comme ça, dans une fontaine. Et donc tu te laves, il neige, il pleut, et t'es pas bien. Mais en fait, je me sentais pas super courageux non plus parce que c'était juste un jour après l'autre. Et même si j'étais très fatigué par moments et genre j'ai craqué, j'ai pleuré, j'ai fait plein, j'ai eu des moments où j'étais cassé quoi. Mais en fait, genre le lendemain, tu te dis je suis déjà là, je vais avancer encore jusqu'à la prochaine ville, je vais quand même checker les avions du retour. Tu regardais tout, en tout cas je regardais tout le temps ça, je me dis ok bon, ça va me coûter combien si je retourne maintenant. Et en fait tu le fais pas parce que tu t'avances tout le temps et tu rencontres d'autres personnes. T'étais parti en annonçant l'objectif de l'Inde quand même. Donc je pense que pour toi-même, t'avais ta conscience de si je rentre maintenant, j'abandonne un truc et je vais pas au bout de ce que je m'étais dit. Après l'objectif de l'Inde, en fait, moi je m'en foutais de base. Parce que l'Inde, c'était l'objectif final, mais c'était pas l'objectif de mon voyage.
tu vois. L'objectif c'était de passer dans les pays et rencontrer les gens. Itinéraire et tous les jours un peu, tu vois. Du coup, en parlant de pourquoi tu es parti, dès le début de ton voyage, tu disais que tu étais à Lille, tu es aussi allé à Calais, tu voulais rencontrer des migrants, discuter avec eux et tout. C'est ça. C'est un sujet qui te tient vachement à cœur. Ouais, d'office parce que sans avoir vraiment la même destinée qu'eux, parce que moi j'ai eu beaucoup de chance, même si après 7 ans j'ai eu mes papiers, qui sont pas vraiment des papiers, je vais le dire maintenant, mais c'est une attestation d'enregistrement, donc ça veut dire que tu peux rester 5 ans renouvelable en Belgique. Okay. Si tu fais pas trop de conneries, normalement ils te laissent, tu vois. Tu l'as vite fait dit tout à l'heure, mais en gros, tout le long de ton voyage, on a pu te suivre via tes stories Instagram. Tu as changé ton compte perso pour en faire un compte de voyage et montrer aux gens qui te suivent d'abord tes amis, et après ça s'est étendu. Moi, c'était au début d'abord mes amis. Le premier jour a vraiment annoncé la couleur. C'était un des plus durs en fait, tu te dis? Non, c'était juste j'avais envie de rencontrer des SDF, des réfugiés, etc. Et les 2 premières personnes qui m'ont hébergé, c'était des SDF le premier soir, quoi. C'est cette tente qui me prend 2 heures à faire. À la fin du voyage, je le faisais en 5 minutes, tu vois. La nuit tombe et puis les 2 SDF, le couple qui arrive, plus ou moins 60 ans, plus ou moins les deux. Ça faisait 20 ans qu'ils étaient en rue et ils me disent ouais, dors pas ici parce que tu vas te faire agresser ou alors la police peut te voir, parce que j'étais vraiment tout le monde pouvait me voir, tu vois. Ouais. J'étais pas bien. Ils t'ont donné des petits conseils de comment faire du camping sauvage en ville. Donc du coup, ils viennent et ils me disent ouais, remballe tes affaires, tu dors avec nous, et je vais avec eux, on mange ensemble et on discute autour d'un feu jusqu'à 3h du matin. Et à la fin, en fait, on se rend compte que je vais pas faire ma tente parce qu'il fait trop noir. Et donc j'ai dormi avec eux dans leur tente. Mignon. Et eux qui s'aimaient beaucoup, d'un amour très profond, ils avaient envie de faire l'amour avant. Mais j'étais là. J'ai failli t'écrire avant l'interview pour te dire tu peux réfléchir à des anecdotes et tout, puis je me suis dit non, ce sera plus spontané, il en aura forcément, mais alors celle-ci, je m'y attendais pas du tout. Si. Et donc du coup, ils me demandent ça te dérange si on fait l'amour, mais moi je suis à côté. Et je fais les gars, quand même un peu. Je suis ouvert, mais là c'est chaud. Et ils m'ont dit ok, pas de souci. Et moi donc ils sortent de la tente et ils veulent faire ça dans la nature, tu vois. Et moi je me suis dit ils vont faire ça 100 mètres plus loin, je vais pas les entendre. Ils ont fait ça 15 mètres plus loin, j'étais comme ça sous la couette et je les entendais jusqu'à la fin. Quand ils sont venus, j'ai fait semblant de dormir. Et le lendemain matin, on a pris un petit déjeuner ensemble et on a fait une grande accolade. Et voilà. Et donc ça c'était ta première nuit? Première nuit. Après du coup tu as eu d'autres... Tu bois pas ta bière. On est en Belgique, bois ta bière. Pardon. Ensuite, je me souviens, tu es notamment passé par la Croatie, mais j'imagine qu'il y a d'autres pays où ça s'est fait aussi, où tu as eu pas mal de contrôles de police, qu'on peut qualifier de contrôle au faciès. Voilà. Et c'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que moi, je suis une fille blanche, je vis en France, je me suis jamais fait contrôler une seule fois par la police. Et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on ressent après un contrôle au faciès, qu'on en parle, et parce que ça se produit, là c'était en Croatie, mais en soi en France, en Belgique, ça se produit ça se fait France. aussi. Donc vas-y, je te laisse en parler. Mais l'idée c'est que voilà, moi ma peau elle est plus ou moins bronzée, mais tu vois, plus t'as la peau foncée, plus t'es enclin à te faire contrôler au faciès. Et en fait, en Croatie, je suis resté plus ou moins 15 jours et je me suis fait contrôler 17 fois. 17 fois en 15 jours. Et l'idée c'est que... Tu les as comptés à un moment donné, forcément. Ouais. Mais en fait je l'ai filmé parce que c'est un droit fondamental de filmer toute action de police. Et c'est un droit qu'il faut garder. Et donc du coup je l'ai filmé un peu discrètement et parfois ils me captaient et je leur disais en fait j'ai le droit, donc continuez, mais là je vous filme, quoi. Ça leur plaisait pas du tout. Tu m'étonnes. Mais du coup à chaque fois je disais Ils faisaient une drôle de tête quand tu sortais un passeport belge ou... Parfois ils étaient hyper frustrés, ils me jetaient à la figure, ils le jetaient par terre, ils le jetaient dans une flaque. Si je te montrais mon passeport, je l'ai pas ici, mais il est ondulé de partout, tu vois, il est gondolé parce qu'il est tout mouillé, quoi. C'est incroyable. You are looking like a migrant. Yeah, okay. You know that. And yeah, but I have a passport, so... It's okay. Et toi, qu'est-ce que tu ressens, que ce soit en Croatie ou dans la vie de tous les jours quand tu te fais contrôler au faciès, Enfin, je sais pas, tu te dis quoi, juste tu soupires et de toute façon maintenant c'est une habitude et voilà. L'humain il est résilient, dans le sens où au début tout te choque et à la fin quand t'es habitué, moi je le prenais, tu vois, la voiture s'arrêtait, je faisais passeport. Tu le prends un peu en rigolant, même si c'est hyper triste en soi. Et puis il y a aussi beaucoup de délation au niveau des frontières, tu vois, si tu vois un mec bronzé comme moi en train de faire du stop. Ils appellent. Ils appellent et ils disent il y a un migrant, allez checker, tu vois. Donc il y a plein de voitures qui sont arrêtées et on a eu un signalement. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que les gens sont pas assez solidaires. Là aussi c'est hyper contradictoire parce que en fait c'est tout ce que j'ai voulu montrer aussi, que les gens étaient prêts à aider des inconnus. Plus tu voyageais, plus tu rencontrais des gens qui avaient des histoires complètement différentes et le seul dénominateur commun, c'était moi.
qui voyageaient, qui les connaissaient pas et on apprenait à se connaître. Parfois le temps de 15 minutes et parfois le temps de 3 heures, ça dépend du trajet. Et parfois même jusqu'à m'inviter chez eux, rencontrer leur famille, être impliqué dans leur vie familiale ou juste dans leur vie professionnelle ou n'importe quoi, tu vois. C'était une entrée dans leur vie. Ouais. Et quand ils le permettaient, moi je montrais ça aussi aux gens qui suivaient la page, quoi. Je vous présente Vaisseau, il s'est arrêté sans qu'on lui demande et il nous amène directement à la ville qu'on voulait à 130 km. We are very lucky to find you. Est-ce que pour toi le téléphone c'était un plus dans le fait que tu partageais ce voyage avec toutes les personnes qui te suivaient, ou est-ce qu'au contraire c'était un handicap que tu te forçais de le sortir et ça gênait parfois les gens avec qui tu étais? Alors au début, j'ai eu ce problème-là. J'avais l'impression que ce téléphone était hyper intrusif et je déteste être intrusif, tu vois. J'aime bien que la communication se fasse de façon plus naturelle et plus facile, quoi. Et en fait, à un moment, j'ai appris à l'utiliser comme un outil. Et quand je voulais pas utiliser cet outil, quand je voulais être totalement présent, je le rangeais. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une fatigue mentale de se dire ok, à partir d'un moment où il y a un certain nombre de personnes que je ne connais pas qui m'envoient des messages de soutien, qui checkent tous les jours ce que je fais. Et tu avais beaucoup de réactions aussi à ce que tu faisais. Ça fait super plaisir, mais en même temps ça te met un coup de stress parce que tu te dis ok aujourd'hui j'ai rien à faire. Mais personne t'en voulait de... Oui, mais en fait tu t'en veux toi-même. Je suis super honnête en le disant, j'avais peur de décevoir des gens que je ne connaissais pas, tu vois. Mais j'ai appris à me dire ok si j'ai rien à dire, je me tais. Et je pense que c'est la meilleure solution à faire et beaucoup de gens ne le font pas. Plutôt que d'essayer de meubler. Voilà. Et ça avait un but de parler de certains sujets comme on l'a évoqué, la migration, les conditions et puis les gens de vie. simples, surtout en fait. Ouais. En fait, le truc que je trouve le plus dramatique en fait, c'est par exemple le racisme dans les petits détails, la pauvrophobie ou des trucs comme ça qui sont des sujets hyper présents dans le monde. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, la pauvrophobie, c'est même un mot que je pense que j'ai jamais entendu. Et quand j'y réfléchis là 2 secondes, je me dis peut-être moi-même en fait, sans m'en rendre compte. Non, moi je le fais aussi. Il y a plein de fois où ça me brise le cœur de voir un SDF, mais je vais pas pour autant. Enfin, je sais pas, des fois je dis bonjour, mais je me dis c'est pas pire de dire bonjour. Enfin, genre, tu sais, après tu t'auto-culpabilises et finalement 5 minutes après, t'es en train de boire des coups avec tes potes et t'as oublié que tu viens de croiser quelqu'un qui est dans la merde. Si tu réfléchis à ça avec un petit recul, tu marches à côté de quelqu'un qui est en train de faire la manche, il a toute une histoire qui est horrible, parfois non. Il tend la main, il essaye de mendier et c'est aussi quelque chose qui est horrible pour lui de le faire, tu vois, ça le culpabilise de faire ça. Et toi tu vas le voir du coin de l'œil, tu vas penser à sa détresse et puis 5 pas plus tard, tu l'auras oublié, mais lui sa vie elle est toujours là, tu vois, il est toujours en train de vivre la même vie et pour lui ça changera pas, c'est quelque chose qui est quotidien. Faut juste en être conscient. Ça me fait penser à un compte Instagram, j'ai l'occasion d'en parler, qui s'appelle My Name is Not Homeless. Chaque post est un portrait d'un SDF et il raconte l'histoire en description avec une photo du SDF. Je vous invite à aller vous abonner à son compte. On parle des SDF en tant que problématique. On parle de réfugiés en tant que problématique. On parle de ça avec des chiffres et on se rend pas compte qu'en fait les chiffres ça fait peur. On ne dit pas Ryan, Mohamed, on met pas de nom sur des visages et on met pas d'histoire sur des personnes. C'est complètement dépersonnifié. Voilà. Ça me fait penser, je me souviens plus de son nom. C'est très nul de donner cette anecdote justement sans plus me souvenir du nom. Ouais. Tu sais, il y avait une image d'un petit garçon qui était mort sur la plage et justement c'est une photo qui avait énormément tourné, qui avait beaucoup touché les gens, etc. Parce que c'était un des premières personnes dont on a vraiment parlé en tant que personne et pas juste migrant. Genre, on lui a donné un prénom, on a parlé de sa famille, de quel âge il avait, etc. Et là, les gens se sont dit waouh, c'est horrible, il y a des personnes qui meurent dans la mer alors que jusqu'ici c'était. Oui, il y a des gens qui prennent un bateau. Il y a des gens plus conscients que d'autres. C'est un peu horrible à dire, mais moi quand je passe dans la Côte d'Azur ou quand je suis au Maroc et que je vois la mer Méditerranée par exemple, pour moi cette mer elle est pleine de cadavres en fait. C'est marrant, mon père m'a dit la même chose. Il m'a dit je pense qu'aujourd'hui je pourrais pas aller faire des vacances, genre me baigner dans la mer Méditerranée et tout. Après, si tu fais ça, il y a eu des massacres dans l'histoire à plein d'endroits et c'est pas pour autant qu'on va pas. Mais on peut clairement parler de massacre, enfin franchement. Bien sûr. Si tu devais retenir les plus beaux moments que tu as passés là-bas, genre un moment de joie intense. Alors quand j'étais à Avellino, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est en dessous de Naples, c'est un petit village. Je devais partir à Bari, qui se trouve de l'autre côté de la côte italienne. Et en fait, j'ai attendu 3 jours dans ce village, 3 jours complets, à me lever à 7h du matin, à finir mon stop à 20h, puis de reprendre ma petite tente, de la mettre quelque part. Et de jamais être pris en stop. De jamais être pris en stop. Et en fait, après 2 jours et demi, il y a un jeune en camionnette, j'avais mon panneau avec écrit Bari dessus. J'étais avec ce panneau et lui il s'arrête, mais genre en crissant des pneus, etc. Le mec était chaud, tu vois. Et je me suis dit putain,
quelqu'un va me prendre après 3 jours, j'étais super fatigué. J'arrive en courant avec mon sac, c'était une galère. Et puis j'ouvre la porte avec un grand sourire et je fais Barry, et il me dit Napoli. Et puis il se barre, mais en fait, genre, ce mec a juste voulu me faire une blague, et moi je l'ai pris comme une blague, j'aurais pu le prendre super mal. Putain, mais c'était juste franchement, je pense que j'aurais pleuré. Et ça, c'est le moment que tu choisis comme joie intense. C'est drôle, moi je trouve ça marrant. Ouais, c'était marrant. En fait, ton voyage, c'était beaucoup de rencontres mis bout à bout. Il y a pas mal de personnes avec qui tu as gardé contact. Est-ce que tu vas vraiment réussir à héberger toutes les personnes? Ouais, mais souvent tu dis ça, mais dans la petite vidéo qu'on a fait avec Roberto, je le dis à un moment. Ces promesses de se revoir un jour et de ne pas s'oublier. Et on ne sait pas si ces promesses, en fait, on les fait pas dans le vent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront dans le vent, mais j'avais juste envie de les dire à l'instant précis, tu vois. J'avais envie de dire, si on arrive à se reconnecter, après, je serais ravi. Finalement, tu sais aussi que même si tu proposes à beaucoup de personnes, peu seront celles qui pourront s'offrir un voyage en Belgique. Ouais, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'en Iran, ça m'a beaucoup choqué. En Iran, il y a beaucoup de gens qui peuvent sortir du pays, tu vois. Ouais. Et en fait, je rencontrais des jeunes et la phrase qu'ils me disaient le plus souvent quand je leur disais ça, ouais, quand vous venez en Belgique, je vous héberge, c'est hyper innocent et c'est un peu débile de dire ça. Mais bon, c'était honnête. Et ils me disaient, après la prochaine révolution, tu vois, et les révolutions là-bas, ça se passe dans le sang, tu vois. Ouf, quoi. Donc les plus belles rencontres? C'est des gens qui parlaient pas la même langue que moi, qui se sont proposés pour m'aider juste pendant 30 minutes de trajet et on parlait pas, tu vois, parce qu'il n'y avait aucun moyen de communication sauf des sourires et parfois des gestes, des petits mots. Puis Roberto, grande histoire d'amour, ouais, Roberto. Voilà, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc pour ceux qui n'ont pas suivi ton voyage, tu as rencontré un Italien. En fait, je te laisse expliquer. Bien sûr, c'est mon histoire. Donc du coup, j'étais près de Genova, en Italie. Et je fais du stop, et là, il y a un mec qui n'est pas Roberto, qui me prend en stop avec sa copine et qui me dit si tu as envie de passer 2 jours avec nous on a une maison de vacances à côté de la mer. T'as l'air cool, on a l'air cool, vas-y on fait ça. Et je dis oui, pourquoi pas. J'accepte et je passe 2 jours avec eux. Et là-bas, je rencontre Roberto qui est une personne belle mais aussi hyper timide, tu vois, un peu réservé. Il est pas sur ses appuis, tu vois, il est pas super à l'aise en société, mais tu vois, genre il y a un désir de l'être quand même, tu vois. Et puis en fait, on échange le contact et pendant 2 mois, on fait que parler sur les réseaux. On se découvre plein de points communs et je vois que c'est une personne avec une belle âme et je me dis putain en fait ce mec super sympa. Ce mec s'amusait à monter des vidéos etc. chez lui tu vois, mais en fait le mec est trop doué et il s'en rendait même pas compte. Du coup il me dit voilà, moi je fais des études de graphisme, je sais pas quoi, un truc dans la vidéo aussi. Pour le mémoire j'ai besoin de faire un projet. Et il y a plein de gens dans ma classe qui font des projets pour des centres commerciaux ou des marques, des trucs comme ça. Moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de faire un truc qui me parle plus. Et ton voyage me parle. Il m'a posé la question, est-ce que je peux venir pendant 2 semaines? Mais il s'attendait à un non catégorique de ma part, tu vois, genre en mode non c'est mon voyage, laisse-moi, tu vois. Et moi j'étais trop chaud donc j'ai dit viens, ça va être trop bien. Roberto ça a été quelqu'un donc hyper important dans mon voyage, en tant qu'ami et en tant que personne qui m'a beaucoup aidé aussi. Et donc il avait ce projet de venir avec moi pendant 2 semaines et de filmer un peu, d'essayer d'expliquer un peu en un format documentaire ce qui se passait et comment je voyageais, et pourquoi je voyageais, etc. Et en fait il est resté 1 mois en tout parce que il n'arrivait pas à partir. Il n'avait pas pris de billet de retour ou quoi? Il t'a rejoint où? À Belgrade. Ok. À Belgrade et en fait la première nuit qu'on passe c'est aussi dans la neige donc il a bien caillé, il était pas chaud au début. Il s'est dit putain dans quoi je me suis embarqué, tu vois. Et en fait on a commencé à rencontrer des gens et lui il avait pas beaucoup voyagé en dehors de l'Italie et donc ouais on rencontrait des gens et plus on rencontrait des gens plus je voyais que son âme était touchée. Je vais parler comme ça mais genre ça fait très philosophe tu vois mais et donc on a fait des belles images, on a rencontré des belles personnes et il s'est rendu compte. En fait, aussi un truc qui m'a beaucoup touché, c'est quand on est arrivé en Turquie, il a rencontré pour la première fois, de façon genre plus nombreuse, des musulmans, tu vois. Il a rencontré. Il n'y en a pas en Italie? Pas beaucoup avec Matteo Salvini. Et en fait, lui, tout en sachant qu'il déteste ce personnage, il s'est rendu compte qu'il était quand même un peu influencé par la politique en place dans son pays, tu vois. Et quand il est arrivé en Turquie avec moi et qu'on s'est fait aidé par tout le monde, des petits jeunes et tout, des vieux, des femmes en hijab, des trucs comme ça, ça l'a touché, tu vois, genre il a commencé un peu à pleurer et tout. All the mass media in Italy, I talk for my country, in Italy, try to scare us about people who praise Allah. It's all bullshit, mass media, Italian mass media.
We are here since one day and we found only kind people, hurtful people, always smiling. We are tourists and they try to help us in every way possible. Où il me disait par exemple, genre à la fin de chaque voyage, parce qu'il m'a réussi à rejoindre en Inde pendant 20 jours, et il me disait je vais te remercier d'avoir changé ma vie, des trucs tu vois qui te touchent, et tu te dis mais non tu peux pas dire ça. Mais c'est parce qu'en fait il a pas beaucoup voyagé, que en fait il a menti à ses parents aussi, il n'avait pas dit qu'il venait me rejoindre parce que c'est quand même super dangereux. Et donc du coup il a dit ouais je suis parti faire de la pêche en Italie. Ah mais non, et il est parti. Ouais. C'est pas tout à fait pareil quand même. Génial. Mais ses parents, il leur a avoué tout, tu vois, à la fin, parce qu'il a dû faire son projet vidéo, etc. Ouais, seul, et puis vous voyez, il m'est rien arrivé, quoi. Voilà. Et en fait, ses parents ont été très fiers de lui, même s'il leur a menti, tu vois, parce que il est sorti de sa zone de confort et il a essayé de faire quelque chose qui, certes, était dangereux, mais qui lui a permis aussi de rencontrer des gens qu'il n'aurait jamais rencontrés en Italie dans son petit bled, tu vois. Ouais. Vous avez fait donc une vidéo avec Roberto. Que je conseille vraiment à tous de la voir. Elle parle de différents sujets, mais en vrai de l'humain, avec une finesse. Bref, je l'ai partagée, j'ai montré autour de moi. Je vous invite à la regarder, à la partager aussi. Et j'ai vu personne la regarder en restant indifférent, donc voilà, je la recommande. Et du coup, dedans, tu dis l'homme d'abord était nomade, et en fait, c'est ensuite qu'on s'est sédentarisé et qu'on a eu toutes les infrastructures qu'on a maintenant pour nous faciliter la vie, avoir plus de confort, etc. L'idée, c'est juste que quand tu es nomade, tu vis à travers le monde et en fait, tu fais confiance à ses aléas et tu t'apprends à le connaître. L'homme, à partir du moment où il s'est sédentarisé, il a commencé à moduler l'environnement autour de lui et à effectuer des changements qui vont lui faciliter la vie, alors que quand il était nomade, il vivait dans ce monde et il le connaissait et tu vois, il avait ce respect pour la nature, il avait ce respect pour l'âme de la terre, quoi. Je voulais te demander, si c'est pas indiscret, combien est-ce que ce voyage t'a coûté au final? Pas grand-chose, parce que en fait, j'ai juste pris assez pour me dire que je peux manger, je peux un peu genre dépenser un tout petit peu sans vraiment trop dépenser. Genre, j'avais envie de dormir dans la rue et de me dire, si je prends une nuit d'hôtel parce que c'est compliqué, je vais pas avoir assez pour terminer. Et donc du coup, c'était une motivation en plus de mec, t'as pas beaucoup d'argent, reste là, même s'il fait froid, tu vois. Je pense que j'ai trouvé là. Je suis assez bien protégé par la nature, on va dire. Mais par contre, je vais quand même dormir en sac de couchage à la belle étoile, même s'il n'y a plus d'étoiles. Au cas où il y a des gens qui arrivent, comme ça je peux vite me barrer. Donc j'ai pris 5 500 € pour 10 mois. Enfin, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, à part que maintenant tu sais monter une tente? Je pense que déjà ça s'applaudit. Mais genre, qu'est-ce que tu gardes en toi? Avant de partir, déjà pour faire la démarche de je vais faire ce voyage de cette manière-là, c'est que tu étais déjà hyper ouvert, que tu étais déjà curieux, envie d'aller voir l'autre et tout ça. Mais est-ce que t'en es que plus ouvert? Est-ce que vraiment au fond de toi ça a changé un truc, ça a développé Ce voyage, il m'a pas changé. Il a ancré mes valeurs et c'est tout, quoi. Et c'est en fait c'est tout. Non, c'est une grande chose pour moi. Tu vois, genre je suis convaincu de ce que je pensais avant. Ouais. Et tu te l'es prouvé à toi-même et... Ouais. Et puis ouais, tu vois, genre je suis assez fier aussi d'avoir mené ça à bout. Parce que c'était compliqué et je me suis dit, maintenant je me dis, si t'as un projet, vas-y, fonce, fais-le. Crois en tes rêves. Et merci beaucoup Yaya. Merci J'étais à toi. vraiment trop contente de faire cette interview. J'espère que ça aura autant intéressé les gens que moi. Et puis À une prochaine à Bruxelles. on te suit avec plaisir et on suivra l'arrivée de tes projets.